Est-ce que vous vous y connaissez bien en investissement? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui, car je vous ai concocté un petit quiz en 16 questions, qui vous donnera bien évidemment une note sur 16, que je vous invite à partager en commentaire à la fin. Je vous laisserai toujours un peu de temps pour réfléchir, mais n'hésitez pas à mettre pause si ça va un peu vite pour vous. Allez, on commence sans plus tarder avec la première question. Numéro 1, lequel de ces ETF est le plus exposé au secteur de la tech? Vous avez le choix entre le Nasdaq 100, le S&P 500, le World ou l'Emerging Market. Eh bien, étant donné qu'on n'y trouve que 100 entreprises, parmi lesquelles les 7 magnifiques que sont Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla, mais aussi grâce à la présence d'Intel, Broadcom, Adobe, AMD et j'en passe, c'est bien le Nasdaq 100 qui est de loin le plus spécialisé dans la technologie. Les 3 autres ETF incluent beaucoup plus d'entreprises, donc forcément, ils sont plus équilibrés. Numéro 2, les actions à dividendes sont-elles toujours plus rentables que les autres? Est-ce que ces fameux dividendes leur permettent de surperformer des actions n'en versant pas? Eh bien non, évidemment, car les dividendes sont prélevés sur le cours de l'action, ça ne fait pas apparaître de l'argent de nulle part. Si l'action vaut 100 € et vous verse 10 € de dividendes, eh bien elle n'en vaut plus que 90. C'est donc plutôt gênant, car depuis un compte titre vous paierez des impôts sur ce dividende, et il vous faudra en plus le réinvestir et donc payer des frais d'achat. Et si vous ne remarquez pas le dividende, votre argent ne travaillera pas d'ici à ce que vous le réinvestissiez en plus. Numéro 3, faut-il plutôt opter pour des ETF capitalisants ou distribuants? Bon, celle-là c'est cadeau, car le raisonnement est le même que pour la question d'avant. Les ETF capitalisants sont toujours plus intéressants, dans 100% des cas. Numéro 4, faut-il toujours attendre le bon moment pour investir? Donc devriez-vous attendre que le marché baisse un peu avant de rentrer? Les études sont absolument unanimes à ce sujet et indiquent clairement que non, plus vous investissez tôt et plus vous gagnerez d'argent, statistiquement. Vous ne pouvez pas savoir si le marché va monter ou descendre, ni jusqu'à quel point, donc mieux vaut y investir dès que vous avez de l'argent disponible. Numéro 5, un crédit conso peut-il être un bon levier pour investir? J'attire votre attention sur le fait que j'ai bien dit peut-il être un bon levier, donc dans certaines situations. Bon, cette petite précision vous aura peut-être spoil la réponse, mais oui, c'est clairement le cas. Si emprunter 10 000 € vous coûte 220 € sur 4 ans, et que vous investissez de toute façon au moins 220 € par mois, alors que votre situation est stable, eh bien vous ne risquez rien, si ce n'est de perdre cette somme. Mais attendez qu'un crash se produise pour souscrire au prêt conso, et les statistiques seront clairement de votre côté. Si le marché chute de 30% au moment où vous passez à l'action, vous pourrez prétendre à un gain de 50% sur 4 ans assez facilement grâce au rebond et statistiquement parlant, aucune garantie bien sûr. Numéro 6, combien est le minimum pour une épargne de précaution? Là, je vous laisse le choix entre 3 mois de dépenses courantes et 3 mois de salaire. Eh bien, imaginez que j'ai un salaire de 5 000 €, mais que mes dépenses obligatoires ne sont que de 500 € par mois. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à avoir 15 000 € sur mon compte courant, alors que ça me permettrait de survivre pendant 2 ans et demi sans le moindre revenu? Eh bien non, le juste montant est donc 3 mois de dépenses courantes. Un chiffre qu'il convient bien sûr d'augmenter si votre situation n'est pas parfaitement stable, ou si des projets à court terme sont prévus. Numéro 7, dans quoi faut-il généralement investir en premier? Pareil, je vous laisse le choix entre actifs sécurisés, actifs risqués et les deux à la fois. Ceux qui connaissent ma stratégie trouveront facilement la réponse, qui est donc les actifs risqués. Aucun intérêt d'acheter de l'or et des obligations à 20 ans, vous aurez tout le temps d'en acheter plus tard, car c'est bien au moment de la retraite qu'il faut être ultra diversifié, pas au tout début de votre parcours, alors que vous n'avez pas prévu d'utiliser l'argent avant 20 ou 30 ans. Numéro 8, faut-il acheter ses cryptos plutôt sur compte titre Trade Republic pour éviter les frais, ou sur une plateforme d'exchange type Kraken? La crypto, c'est pas mal, ça permet de payer des gens sans intermédiaire et en toute sécurité. Vous pouvez la mettre sur un cold wallet et la sécuriser au maximum, faire du staking ou la prêter pour générer plus de rendement. Tant d'options inaccessibles si vous investissez depuis un compte titre, car vous ne possédez pas votre crypto au sens strict. Vous trouverez d'ailleurs un code de parrainage pour Kraken en description, un des tout meilleurs courtiers, ainsi que des infos sur mon programme de coaching individuel, soit dit en passant. Numéro 9, peut-on généralement récupérer ses cryptos si la plateforme fait faillite ou subit un hack? Si la plateforme se fait avoir, rien ne l'oblige vraiment à vous rembourser, donc la réponse est non. Certains petits hacks sont remboursés en totalité, comme on a pu l'observer avec Binance, KuCoin et Bybit plus récemment, mais ce n'est pas toujours le cas, et encore moins en cas de faillite. D'où l'intérêt du cold wallet.
Numéro 10. Peut-on investir en crypto sur le long terme? Cette classe d'actifs connaît une volatilité énorme et beaucoup de liquidations sur certaines petites cryptos, mais la réponse est quand même oui, tant que vous investissez bien sur les plus grosses, les plus établies, avec un vrai projet derrière. Numéro 11. Quelle est la façon la plus optimale d'investir pour un enfant? 3 choix. Livret jeune, assurance vie et compte titre. Eh bien, étant donné qu'ils ont un horizon d'investissement très long, qu'on peut esquiver les impôts sur plus-value en 100% en faisant une donation et qu'on peut y acheter plein d'ETF très intéressants, le compte titre remporte ce duel de très loin. Numéro 12. Les ETF à effet de levier sont-ils généralement adaptés à une stratégie long terme? Attention, question piège si vous me suivez, mais la réponse est clairement non. Tout ce qui dépasse le x3 est strictement interdit sur le long terme, et à mon avis, seuls les x2 bien diversifiés, à haut potentiel et sur PEA sont acceptables, donc Nasdaq 100 et MSCI USA x2. C'est généralement une mauvaise idée de conserver les autres trop longtemps à cause du bêta slippage, mais ces deux-là présentent quand même de beaux résultats sur une longue période. Numéro 13. Si vous allez voir votre banquier pour lui demander dans quoi investir, que va-t-il vous conseiller dans 99% des cas? 3 choix, un PEA, une assurance vie ou de l'immobilier à crédit. Son but est de vous faire payer le plus de frais possible sans prendre de risques, et l'assurance vie est parfaite pour ça. Il vous fait croire que c'est compliqué à gérer, que c'est une bonne décision pour votre avenir grâce au côté transmission de patrimoine, pour vous convaincre d'accepter et qu'il puisse vous ponctionner 2,5% par an de frais sur un contrat qui ne rapporte de toute façon pas tant que ça. Ne vous faites pas avoir par ces commerciaux et renseignez-vous bien avant d'accepter quoi que ce soit. Numéro 14. Quelle est la meilleure façon d'investir en SCPI? Vous pouvez les acheter à crédit ou les acheter cash tous les mois tranquillement. Assez largement, et comme pour l'immobilier traditionnel, de les acheter à crédit vous permettra de gagner beaucoup plus, quelquefois 3 ou 4 fois plus suivant les taux d'intérêt bancaires. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour creuser ce sujet très intéressant plus en profondeur. Numéro 15, les SCPI européennes sont-elles toujours meilleures que les françaises? Oui ou non? Et le fait est que techniquement non, les SCPI européennes ne sont pas toujours meilleures. Si votre TMI est de littéralement 0% et qu'elle y restera, vous ne paierez que 17,2% de prélèvements sociaux sur les françaises. Les européennes vous feront payer à peu près le même montant quoi qu'il arrive, quel que soit votre TMI, donc c'est pour ça qu'elles sont presque toujours meilleures, mais c'est suivant les pays dans lesquels elles investissent exactement. Quelquefois, ça peut légèrement dépasser les 17,2%, mais vous aurez compris qu'on chipote un peu. Dans 99% des cas, mieux vaut se tourner vers l'Europe et esquiver la France. Numéro 16. Si la SCPI qui vous intéresse est présente sur Assurance Vie, est-il toujours mieux de l'acheter là-bas? On pense notamment à Hirokozen, une excellente SCPI qu'on trouve chez Linksea Spirit 2 notamment. Eh bien la réponse est non, ce n'est pas toujours mieux, c'est souvent mieux. Et c'est un calcul complexe. Suivant si la SCPI est fortement européenne ou non, suivant si votre TMI est élevé ou non. Mais une SCPI européenne, c'est 15 à 20% d'impôts. Une SCPI sur assurance vie, c'est 0,5% de frais de gestion. Ça pique beaucoup. Puis 17,2% d'impôts, mais uniquement si vous retirez. L'assurance vie, c'est donc assez bien pour faire des intérêts composés, car vous n'êtes pas imposé tous les ans. Par contre, si vous attendez la retraite pour commencer à les acheter, et que vous prévoyez donc de piocher dedans tous les mois juste après, dans ce cas, vous paierez les mêmes impôts qu'une SCPI en direct chez un courtier, plus ces fameux 0,5% de frais de gestion, ce qui est clairement défavorable. Ça dépend aussi de la transmission de patrimoine, car l'assurance vie c'est un peu mieux pour ça. Question complexe, mais le fait est que non, il ne faut pas toujours acheter sur assurance vie si on le peut, il y a moins de choix, plus de frais, et pas forcément moins d'impôts. Voilà, moi j'ai eu 16 sur 16 forcément. Et vous, n'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de format vous intéresse, et si c'est le cas, je vous invite aussi à me partager vos idées de questions ou de thèmes sur un prochain quiz. J'ai essayé de viser des questions pas trop évidentes pour qu'il y ait quand même des choses intéressantes à apprendre, et j'espère justement que vous avez découvert de nouvelles petites astuces. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!